Bienvenue. Si vous nous rejoignez pour Décryptation Niveau d'Info en République démocratique du Congo, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD, exige du gouvernement congolais qui retire ses décisions contre leur président, l'ancien chef d'État, Joseph Kabila. On en parle avec vous, Mamadou Diouf. Bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Et le gouvernement congolais accuse Joseph Kabila d'être de mèche avec les rebelles qui occupent une partie de l'est de la RDC. Son parti, lui, dénonce des décisions aux conséquences incalculables. On est dans quelle situation exactement? Malheureusement, on a fait ici une émission quand Kabila lui-même avait dit qu'il va retourner en RDC et il va retourner en passant par Goma. On s'interrogeait déjà sur pourquoi Goma. L'itinéraire qu'il ne fallait pas emprunter. Mais bien sûr, puisque aller à Goma occupé par le M23, c'est une façon de reconnaître le M23. Alors que déjà, avant qu'il ne le dise, on le soupçonnait d'être de mèche. Certains même disent qu'il est à l'origine de la résurgence du M23. D'ailleurs, on lui faisait tout le temps la remarque, on ne t'a pas vu condamner ni le Rwanda, ni le M23 dans ce qui est en train d'être fait. Aujourd'hui, je crois que les interrogations vont plus dans le sens d'un Kabila qui vient pour créer des problèmes. Quand je le dis, Kabila a commencé par la presse. Il a commencé à publier des tribunes au vitriol où il tirait à boulet rouge sur le président de la République. N'oublions pas que Tshisekedi est arrivé au pouvoir dans une magouille qu'il avait associé lui, Kabila, Corneille Nangaa, etc., puisque Corneille est sorti pour parler. Ensuite, bien que tout le monde se posait des questions à l'époque, puisque l'Église catholique qui avait fait l'observation du scrutin avait montré que Félix Tshisekedi n'a pas gagné les élections. Donc vous avez déjà une raison d'adversité entre deux personnes qui avaient signé certainement un contrat qui a finalement été rompu. La deuxième chose, depuis quelque temps, il s'est mis à restructurer son parti. Un parti qui était complètement en veilleuse, dont on n'entendait plus parler depuis que Tshisekedi les avait gagnés lors de la première élection présidentielle où il a pris le pouvoir. On l'a vu remettre sur pied son parti. Tout le monde se disait, qu'est-ce qu'il cherche à nouveau? Il s'était exilé, c'est-à-dire, c'est comme s'il s'était dit, bon, c'est bon maintenant, je vais passer à autre chose. Il avait commencé même à préparer une thèse au niveau de l'Afrique du Sud sur la géopolitique, les relations entre l'Afrique, les États-Unis, la Chine, etc. Il a même fait valider son thème pour sa thèse. Et subitement, vous avez un Kabila qui revient. Dans ce retour, il y a des choses qui gênent. Corneille Nangaa, pour ceux qui suivent l'actualité en RDC, qui a fait de lui le président de la CENI. Et tout le monde sait que c'est un proche de Kabila. Corneille Nangaa, c'est la branche politique de ce mouvement actuellement avec le M23. Les proches de Kabila, au contraire, disent que non, il veut revenir, c'est dans une dynamique de paix. Il n'y a pas grand-chose, malheureusement, pour grand monde pour y croire, puisque quand on regarde les faits, quelqu'un qui passe par Kigali, qui est aujourd'hui l'ennemi principal de Kinshasa, pour venir à Goma, la zone occupée par le M23, appuyée par les troupes rwandaises, on ne peut que se dire que celui-là, il se trouve dans l'autre camp. Et il risque maintenant de créer un autre problème, parce que Kabila avait dit également que lui, il est pour la médiation de l'Église catholique et de l'Église protestante. Une position d'ailleurs qu'il partageait avec Fayulu, avec Moïse Katumbi, etc. Beaucoup d'opposants plutôt étaient pour cette médiation parce qu'elle était plus inclusive, mais elle était également plus globale. Elle ne voulait pas régler simplement la question du M23, mais la question de RDC de façon générale. Est-ce que ceux-là vont se retrouver encore avec le Kabila aujourd'hui sur la même posture quand Kabila va du côté de Kigali, alors que quelqu'un comme Fayulu avait demandé qu'on fasse la rupture des relations diplomatiques, qu'on fasse la guerre au Rwanda, etc. Ça va créer des problèmes, de sorte que même ceux qui disent qu'ils viennent pour aller vers l'opposition, il va aller vers quelle opposition? Parce que la position qu'il défend,
n'est pas la même que la position que ses opposants défendent. Et le gouvernement de Félix Tshisekedi soupçonne également l'ancien président Joseph Kabila d'avoir séjourné à Goma pendant que le PPRD exige des preuves pour justifier donc les sanctions qui s'en ont suivi. Oui, il y a cette discussion qui est là. C'est Kabila qui a dit lui-même, je vais aller. Ce sont ces gens qui ont dit qu'il va aller par Goma. Parce qu'il faut qu'on soit clair. On ne les a pas accusés de vous aller faire, c'est eux-mêmes qui l'ont affirmé. Et ça avait déjà suscité des discussions et personne n'avait démenti. Au contraire, ils avaient dit que c'est un citoyen. Goma fait partie de la RDC, il peut rentrer au niveau de la RDC par là où il veut. Mais tout le monde est d'accord. La grande différence, c'est que c'est un ancien président de la République. Avec les textes de la RDC, il est sénateur à vie. C'est-à-dire, au moment où on parle, Kabila est un sénateur. Est-ce qu'un sénateur, quand son propre pays est agressé par un autre pays, peut soutenir l'autre pays et laisser son propre pays? Ça pose un sérieux problème. Et c'est pourquoi le discours qu'ils tiennent ne semble pas tenir la route. C'est comme s'ils sont rentrés dans le trou d'abord, avant de se rendre compte de la profondeur du trou. Et ils essaient maintenant de sortir du trou en disant qu'il a vu Kabila là-bas. Qu'on donne des preuves. Mais c'est eux qui avaient dit que Kabila va y aller. Maintenant, comme les sanctions sont tombées, vous avez un parti qui est suspendu, vous avez les avoirs qui sont réquisitionnés, vous avez les proches qui sont en situation de limitation de déplacement, peut-être ils ont vu une conséquence qu'ils n'attendaient pas. Et pour s'en sortir maintenant, on fait machine arrière sur la présence de Kabila au niveau de Goma ou pas. C'est vrai qu'ils ont demandé des preuves au gouvernement. Le gouvernement n'a pas trouvé utile de répondre. Mais il ne faut pas qu'on parle du gouvernement seulement. C'est dans la presse d'abord qu'on a parlé de la présence de Kabila au niveau de Goma. Ce n'est pas le gouvernement qui a été le premier à poser ce problème. Quels sont selon vous les moyens, en tout cas les enjeux à moyen terme pour que la RDC dans cette situation qui met en difficulté le parti de Joseph Kabila? Si les gens parviennent à avoir des éléments de preuve sur ce que je viens de dire, mais c'est clair que le parti de Kabila, on parle de suspension actuellement, ça sera la dissolution. Et Kabila risque des poursuites judiciaires. C'est ce que cela pourrait impliquer? Mais bien sûr, parce que quand vous regardez les accusations, on va vers des poursuites judiciaires. Puisqu'on considère qu'il est en complicité avec ceux qui attaquent le pays. S'ils parviennent à avoir des éléments d'un point de vue juridique avec des preuves, mais on va vers une poursuite judiciaire de l'ancien président Kabila pour trahison par rapport à son pays. D'abord parce que c'est un citoyen. Il devrait plutôt se trouver du côté de son pays quand son pays est en guerre. C'est un ancien président de la République, c'est un sénateur. Avec tous ces éléments, il est clair qu'il aura fort à faire pour prouver le contraire. Et du côté du pouvoir, c'est perçu comme une provocation, la démarche de l'ancien président? Pas seulement provocation, mais une sorte de renvoi de l'ascenseur, pour ne pas parler de revanche. Parce que il est difficile de le nier, c'est Kabila qui a mis Tshisekedi au pouvoir. Sur quoi ils se sont entendus? Qui parmi les deux n'a pas respecté sa part? Parce que c'est assez curieux, cette affaire de M23, parce que ça, il faut le rappeler, le M23 a été combattu en 2012. En 2012, Tshisekedi n'était pas au pouvoir. C'est Kabila qui était au pouvoir, qui a combattu le M23, et il a été accompagné par la MONUSCO pour vaincre le M23. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Kabila, qui a combattu le M23, devienne un allié objectif du M23? Parce que c'est Kabila qui a combattu le M23, qui vient à Goma, là où c'est le M23 qui règne, mais il est difficile de dire qu'entre Kabila et M23, il n'y a pas de sympathie au moins, sinon plus. Il y a une interrogation à ce niveau qui est là, et Kabila n'a pas apporté la réponse. Ses partisans n'ont pas apporté la réponse également à cette interrogation. Ça fait que du côté du pouvoir actuellement, Kabila a été quelqu'un qui gênait, ils en ont fait une occasion pour dérouler pratiquement le rouleau compresseur pour pouvoir le mettre à côté, et ça devient également un caillou dans ces tentatives de réconciliation au niveau de la RDC. Dans l'autre émission, je disais qu'on ne l'oublie pas, au niveau de la RDC à l'interne, sans tenir compte des médiations, les Congolais eux-mêmes
ne prennent pas le même chemin pour la médiation. N'oublions pas qu'il y a une initiative du président lui-même, Félix Tshisekedi, pour faire un gouvernement d'union nationale. Une partie de l'opposition et même de la société civile ont refusé de s'associer. Quand l'Église catholique et l'Église protestante ont pris leur initiative de dialogue inclusif, c'est le pouvoir surtout qui avait refusé, qui les avait condamnés d'avoir rencontré un certain nombre de personnes qu'ils considéraient qu'ils ne devaient pas rencontrer. Vous voyez que même à l'interne, quand on essaie de trouver une solution, c'est compliqué. Mais ça se comprend en ce moment que des médiateurs externes rencontrent également des difficultés. Et quel impact cette situation pourrait avoir sur la médiation, les médiations officielles mises en place? Mais ça va devenir plus compliqué. C'était déjà pas facile avec un Rwanda qui fait semblant en disant que c'est une affaire entre le M23 et la RDC tout simplement, alors que tout le monde sait que cette affirmation n'est pas exacte, ce n'est pas du tout la réalité. Ce qui a fait que pendant très longtemps, mettre ensemble le président Tshisekedi et le président du Rwanda a été extrêmement difficile. Finalement, à la surprise générale, c'est une médiation extra-africaine qu'il a réussi. Ils sont allés se rencontrer à Doha. Mais cette médiation continue, malheureusement, et elle prend de l'avance sur la médiation africaine, puisqu'il y a déjà des négociations là-bas qui devaient avoir lieu en Angola entre le pouvoir et le M23, parce que finalement, Tshisekedi avait accepté de les rencontrer. Au dernier moment, les sanctions contre le président rwandais a amené le M23 à refuser de participer à cette rencontre. C'est comme si cette rencontre également ce n'est pas comme si cette rencontre s'est faite à Doha entre des responsables du pouvoir et le M23, ça n'a pas encore trouvé de solution. Pendant ce temps, il y avait des initiatives du Kenya. Il y a le Togo, le président togolais plus précisément, qui vient d'être de façon officielle le médiateur de l'Union africaine. Mais ça fait que ça fait plusieurs choses. En même temps, ne parlons pas de la médiation de l'Église catholique et protestante dont je parlais tout à l'heure. Je crois que le président togolais se retrouve aujourd'hui avec un autre caillou devant lui face à la médiation. Vous faites allusion aux sanctions à Kabila lui-même. À la posture du gouvernement de Félix Tshisekedi par rapport à Kabila, puisque Kabila devient encore un élément avec lequel il va falloir discuter également. Il ne doit donc pas être mis à l'écart des discussions. Mais quand on fait de la médiation, c'est ceux qui sont en conflit qu'il faut mettre autour d'une table. Et c'est pourquoi c'est compliqué. Quand tu mets autour d'une table des gens qui ne sont pas en conflit, ce qu'on fait, ce n'est pas de la médiation. Kabila, maintenant, que l'on soupçonnait d'abord, parce que le soupçon a toujours été là avant qu'il ne parle de son déplacement au niveau de Goma, avec les derniers développements, Kabila, aujourd'hui, est regardé comme quelqu'un qui fait partie du problème. Même s'il se positionne comme quelqu'un qui vient pour résoudre le problème, il va être considéré comme quelqu'un qui fait partie du problème, donc qui risque d'être également autour de la table pour une médiation qui va permettre de résoudre définitivement ce problème. Les officiels congolais emploient désormais le terme groupe terroriste pour désigner la M23. Pourquoi? Moi, j'aime pas le mot terroriste pour une raison toute simple. Quand on a envoyé plusieurs fois au niveau des Nations Unies des propositions venant de l'organisation de la conférence islamique, l'organisation des droits de l'homme, pour qu'on définisse le terrorisme, les gens ont refusé de définir le terrorisme. Parce qu'il est bon qu'on définisse le terrorisme. Si on définissait le terrorisme, qu'on soit clair que voilà ce qu'on peut appeler terroriste, il sera facile quand on dit il est terroriste de comparer à la définition pour voir est-ce qu'il remplit les critères pour être qualifié de terroriste. À défaut, vous avez des opposants qui n'ont jamais pris les armes qu'on a qualifiées de terroristes. Donc, qu'ils les qualifient de terroristes, pour moi, ça participe un peu à ce jeu où, quand on veut exclure des gens dans une médiation, c'est ce qu'on fait, parce que quand tu les qualifies de terroristes, généralement, ce qu'on va dire, c'est qu'on ne s'assoit pas autour d'une table avec des terroristes. Pour moi, on est dans de la stratégie pour amener la communauté internationale à rejeter totalement le M23, alors que dans le M23, s'il y a des citoyens de la RDC, et il y en a, on ne trouvera pas de solution sans pour autant que cela ne soit associé à la médiation. Puisque c'est des solutions qu'on recherche pour certains analystes, cette qualification, en tout cas, continue de bloquer les discussions entre différentes parties. Êtes-vous d'avis? Mais je suis du même avis. Rappelez-vous ce qui s'est passé au Soudan.
il y a eu une tentative de réconciliation au niveau de l'Égypte. La tentative avait échoué parce que le général au pouvoir a dit que les autres sont des terroristes. Et comme ils sont des terroristes, ce n'est pas des gens qui doivent venir discuter avec lui, c'est des gens qui doivent d'abord déposer les armes avant de venir discuter. Mais une telle position rend impossible une médiation entre deux groupes où chacun porte des armes et les gens sont en train de se battre entre eux. Et c'est la situation, pas la même exactement, parce que ce n'est pas deux généraux ici, mais vous avez l'armée de la RDC qui combat les M23. C'est des armes d'un côté, c'est des armes de l'autre. Si vous dites que ceux-là sont les terroristes, en principe, si on avait défini le terrorisme, ça devrait amener tout le monde à prendre les armes contre les terroristes. Parce que c'est ça qui est logique. Et c'est ça que la RDC cherche en les qualifiant de terroristes pour que les gens se disent, ces gens-là, il ne s'agit pas d'aller discuter avec eux, mais d'aller appuyer la RDC pour combattre les terroristes, ce qui est tout à fait logique. Mais qu'on définisse d'abord le terrorisme pour qu'on s'entende sur qui est terroriste et qui n'est pas terroriste. Et pour terminer un mot sur la médiation du Togo, le président togolais Faure Gnassingbé a effectué une première visite en RDC où il a rencontré le président Félix Tshisekedi, et également à Kigali où il a rencontré le président, son homologue rwandais Paul Kagame. Mais tout dernièrement, il était à Kampala où il a rencontré le président ougandais. Quel commentaire faites-vous? Le commentaire est très simple. Il a bien perçu la complexité du problème. J'ai bien apprécié le fait qu'il ait commencé chez Tshisekedi, parce que comme on dit, un opprimé et un oppresseur, on ne peut pas les mettre au même niveau, même quand on fait de la médiation. C'est bien qu'il ait commencé par la RDC, c'est bien qu'il est allé à Kigali, parce que sans le Rwanda, on ne peut pas résoudre ce problème. C'est bien qu'il est allé en Ouganda, parce que l'Ouganda également est soupçonné dans cette affaire. Et depuis toujours, dans les problèmes de la RDC, il y a la main de l'Ouganda, il y a la main du Rwanda. Donc, c'est bien de toucher ces endroits parce que, comme on dit que quand vous essayez de réconcilier un homme et sa femme, à chaque fois que vous parlez aux deux, vous avez l'impression que c'est réglé. Vous vous donnez le rendez-vous le lendemain. Quand vous revenez le lendemain, tout redevient à zéro. Ça chauffe à nouveau. C'est qu'il y a quelqu'un qui est passé par derrière, qui a gâté ce qui a été fait auparavant. Ça peut être le Rwanda, ça peut être l'Ouganda, ça peut être les puissances internationales intéressées également par les ressources de la RDC. Il faut prendre tous ces éléments en compte pour pouvoir résoudre ce problème. Merci, Mamadou Diouf, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis dans le décryptage du jour.